Cet animal plutôt effrayant, dont la forme de la tête et de la mâchoire est unique, peut être confondu avec une créature de l'enfer. Il ne s'agit pas d'une anomalie génétique ou d'un mutant. Cette créature est appelée l'animal le plus laid du monde. Mais en Syrie, dans leur pays d'origine, les chèvres de cette race sont tout simplement considérées comme divinement belles. Il s'agit d'une race très rare domestique appelée chèvre de Damas, connue sous le nom de Chami. Dans de nombreux pays, elles sont conservées en raison de leur apparence exotique unique. Avec leur front bombé, leurs oreilles tombantes et leur mâchoire proéminente, elles ressemblent à quelque chose sorti de la science-fiction. Ces chèvres démoniaques, il n'y a pas d'autre façon de les appeler, sont surtout présentes à Chypre, en Palestine, en Israël et en Syrie. La race appartient au type lourd. Le poids maximum que les chèvres Chami peuvent atteindre est de 130 kg pour une taille de 1 mètre et les chèvres pèsent jusqu'à 80 kg pour une taille de 75 à 85 cm au garrot. La caractéristique la plus distinctive de la race est une tête avec un museau très crochu. Un autre trait caractéristique des chèvres de race est la présence d'oreilles pendantes, dont la longueur peut atteindre jusqu'à 30 cm. De nombreux propriétaires de chèvres poussent encore plus loin l'aspect étrange de la chèvre de Damas en lui coupant les oreilles. N'est-ce pas, ma jolie? Les chèvres de Damas ont acquis une renommée mondiale en 2008, lorsque l'une d'entre elles a remporté le titre de la plus belle chèvre lors d'un concours de beauté organisé en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, cette race rare a pris beaucoup de valeur. Selon les experts, le coût d'une telle chèvre est comparable à celui des chevaux pur sang arabes et peut atteindre, écoutez bien, jusqu'à 67 000 $. La chose la plus choquante à propos de cette race est la différence entre son apparence lorsqu'elle est petite et lorsqu'elle a grandi. Les chèvres Chami, avec leurs petites têtes et leurs oreilles incroyablement longues, ont l'air plutôt mignonnes. Mais elles se transforment peu à peu en un véritable monstre, capable d'en effrayer plus d'un par son apparence. Aimeriez-vous rencontrer une chèvre aussi mignonne? Il y a des chèvres qui aiment la montagne et l'air frais. Elles sont sans prétention et vivent parfois dans des endroits où les autres animaux sont tout simplement introuvables. Et la vie en montagne est très difficile. Seuls les plus intelligents, les plus malins et bien sûr les plus fiers survivent. La chèvre des neiges est une race de chèvres vivant dans les montagnes. Les chèvres ne vivent que dans les montagnes rocheuses d'Amérique du Nord. Elles vivent très haut. Elles peuvent escalader des montagnes jusqu'à une hauteur d'environ 3000 mètres. Elles mènent un mode de vie nomade, se déplaçant sur des rochers nus et des parcelles de pelouse alpine. Les chèvres des neiges sont de véritables beautés. Leur fourrure est blanche presque toute l'année et leurs sabots sont noirs. Les chèvres des neiges sont très grandes. Leur hauteur au garrot est de 90 à 105 cm, leur poids de 85 à 135 kg. Leur fourrure luxuriante les fait paraître encore plus grandes. La fourrure hivernale de la chèvre est telle qu'elle peut résister à des gelées allant jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Les chèvres des neiges ont une incroyable capacité à grimper. Pour grimper, les hommes ont des bras, des jambes et toutes sortes de dispositifs, alors que les chèvres n'ont que des pattes. Mais ces pattes ne sont pas ordinaires, bien sûr, ce sont les meilleures. Elles sont fortes, minces et très rebondissantes. Malgré leur physique impressionnant, elles marchent sur des falaises complètement abruptes. Avec des abords et des corniches à peine perceptibles, il est tout à fait incompréhensible que des animaux aussi grands puissent rester là. Ils parviennent à poser leurs sabots sur les moindres pierres et à grimper sur des corniches d'où il est presque impossible tout simplement de descendre. Ils se déplacent lentement, paresseusement et ne sautent que très rarement. En même temps, si les chèvres des neiges sautent, c'est généralement vers le bas, parfois 6 à 7 mètres quand même, sur une corniche à peine perceptive, souvent glacée même. Les sabots de la chèvre des neiges sont parfaits pour escalader les montagnes. Ils sont bifurqués et peuvent s'écarter selon les besoins, ce qui leur permet d'adhérer à la surface. Ils sont souples au centre et très durs sur le bord. C'est pourquoi les chèvres des neiges ne glissent jamais sur les rochers, mais semblent s'y coller et peuvent rester sur de minuscules corniches et gravir des pentes vraiment abruptes.
Ces animaux bien sûr ont beaucoup d'ennemis, mais les prédateurs sont extrêmement rares sur leur chemin, car ils ne s'élèvent pas à une telle hauteur tout simplement. Mais il arrive que face à l'ennemi, elles le repoussent avec leurs cornes, sauvant ainsi leur vie. Une chèvre en colère peut être un adversaire vraiment dangereux. Le prédateur le plus redoutable pour elle est sûrement le puma qui escalade les rochers, tout comme les chèvres des neiges. Cependant, il faut dire que les créatures les plus dangereuses pour ces bêtes-là sont sûrement le chasseur, en gros l'humain, quoi. Vous êtes d'accord? Partagez votre opinion dans les commentaires. Avez-vous entendu parler de l'évanouissement des chèvres? Il s'avère que les chèvres savent aussi s'évanouir et qu'elles le font à la suite d'une forte peur ou d'une surexcitation. Dans les situations d'urgence, la chèvre tombe dans un état de stupeur totale et s'écroule sur le dos ou sur le côté. Les pattes tendues. Les chèvres évanouies sont des chèvres domestiques ordinaires atteintes d'une maladie génétique rare, la myotonie congénitale. Dans des situations de stress, les animaux développent une paralysie musculaire complète des pattes. Comme il est impossible de se tenir debout dans cet état, elles tombent tout simplement sur le côté ou sur le dos. En même temps, les chèvres sont pleinement conscientes. En règle générale, cet état n'est observé que pendant une courte période. Les chèvres restent alors figées pendant une dizaine de secondes, puis se relèvent et se remettent à courir. N'est-il pas intéressant et amusant de les voir courir et s'évanouir tout soudainement? Ces jolies chèvres aux grands yeux globuleux et au profil romain sont très populaires. Elles sont de plus en plus souvent élevées comme animal de compagnie, en particulier les petits spécimens, car elles sont intelligentes, amicales et drôles. Actuellement, aux États-Unis, les chèvres évanouies sont reconnues comme une race rare d'animaux domestiques et font l'objet d'une protection d'ailleurs. Une espèce particulière de chèvre de montagne vit dans les montagnes alpines, appelée bouquetin ou ibex. Le bouquetin des Alpes est un grimpeur et un alpiniste hors pair. Et si l'on sait pourquoi les chèvres grimpent sur les pentes des montagnes, pourquoi s'obstinent-elles à escalader les pentes des barrages? Il est étonnant de voir des chèvres non pas dans les montagnes, mais sur les barrages. Impressionnant. Alors mettez un like. Alors pourquoi les chèvres de montagne escaladent-elles des murs abrupts construits par l'homme? Et puis, ce qui leur manque cruellement dans les montagnes, elles n'ont pas assez de sel tout simplement. Et pour son bien, elles sont prêtes à marcher de nombreux kilomètres et à escalader des pentes inimaginables. Les chèvres grimpent sur leurs sabots, comme s'ils étaient en caoutchouc, et se collent littéralement à une paroi presque verticale. Elles font tout cela uniquement pour lécher le sel. Elles peuvent aussi se battre sur une paroi abrupte pour obtenir l'endroit le plus salé. Il est très surprenant de voir des chèvres se déplacer là où il n'y avait apparemment rien à quoi s'accrocher. Et tout cela grâce à des sabots tenaces, un très bon sens de l'équilibre et un appareil vestibulaire. Voilà ce qu'elles sont, des chèvres de sel. Aimeriez-vous avoir une telle chèvre comme animal de compagnie? Il est bien connu que les chèvres sont des grimpeurs hors pair. Et les chèvres peuvent sauter d'un endroit plus haut que leur taille. Essayez vous-même. Quoi, ça n'a pas marché? Eh oui, c'est plutôt difficile. Alors que pour les chèvres, grimper un arbre n'est pas du tout difficile. Les chèvres marocaines sont les plus bondissantes de la planète et elles ne broutent pas sur le sol, mais sur les arbres. Elles ne broutent pas sur le sol, mais sur les arbres, non pas pour se faire valoir, mais en raison de la pénurie aiguë d'herbe dans ces régions. Les chèvres, tels des cascadeurs de cinéma, se tiennent sur des branches incroyablement branlantes et atteignent leur délicatesse. Les fruits charnus et juteux de l'arganier. Peut-être s'agit-il d'une race spécialement élevée pour grimper à l'argan? Non, les chèvres marocaines sont en fait les plus ordinaires. Mais il ne s'agit pas d'une espèce unique dotée de capacités acrobatiques. C'est simplement que les chèvres, obligées de s'adapter aux dures réalités locales, ont trouvé une nouvelle base alimentaire. D'ailleurs, la hauteur de l'arganier atteint 8 à 10 mètres, si bien que les chèvres marocaines peuvent être classées sans risque parmi les meilleurs grimpeurs, quoi. Il existe des chèvres étonnantes de la race galloise.
La moitié avant de leur corps est noire et la moitié arrière est blanche. Les chèvres galloises viennent de Suisse et sont considérées comme l'une des plus anciennes races d'Europe. Son origine est africaine. Elles ont émigré d'Afrique en Suisse dans un endroit appelé Valais, dans les montagnes. Jusqu'à présent, elles ne vivent que dans le Haut-Valais. Les chèvres et les boucs ont tous deux des cornes. Les cornes sont très puissantes et longues, en moyenne 30 à 50 cm chez les chèvres, 80 cm chez les boucs. C'est une chèvre galloise nommée Arlequin, avec des cornes d'une longueur de 1 m 24 cm, qui est entrée dans le livre Guinness des records en 1991. Ils sont uniques non seulement par leur couleur, mais aussi par leur pelage très épais. En effet, il s'agit avant tout d'un rocher, où le vent, la neige et la pluie sont fréquents. Le pelage est très grossier, épais et partout, long même, jusqu'à 40 à 50 cm. Le front présente un trait distinctif, un épais bourrelet. On ne le coupe pas, mais on le gratte 2 fois par an. Ils sont encore gardés dans certains zoos en tant qu'animaux exotiques. Les chèvres à cornes vissées, marures, vivent en haute montagne. De toutes les chèvres de montagne, ce sont les plus grandes et les plus puissantes. La longueur du corps peut atteindre 1,70 m, la hauteur des épaules 90 cm et le poids 90 kg. Le nom de cette espèce vient de la forme des cornes qui se tordent comme un tire-bouchon ou une vis. Regardez les magnifiques cornes de cette chèvre. Elles atteignent une longueur d'1,5 m. Il est vrai que seuls les mâles ont des cornes luxueuses comme ça, les femelles ne pouvant se vanter d'une telle longueur et se contentant de cornes de 20 à 30 cm. Les cornes d'une chèvre à cornes vissées sont torsadées dans les directions opposées. Le nombre de tours atteint de 2 à 3, rarement 4 tours. Les chèvres de montagne ne perdent pas leurs cornes, elles les portent toute leur vie. Et pour conserver tout ça, elles doivent se marier uniquement avec des membres de leur espèce, sinon elles perdraient leurs cornes. L'habitat de cet animal est constitué de pentes abruptes de gorges, de rochers et de falaises à une altitude de 500 à 3500 mètres dans les montagnes du nord-ouest de l'Inde, de l'est du Pakistan et de l'Afghanistan. Les chèvres à cornes vissées passent toute leur vie parmi les falaises rocheuses et les gorges profondes. Les montagnes leur fournissent à la fois de la nourriture et un abri contre les ennemis, bien sûr. Les marcours sautent avec une telle adresse sur les pentes les plus raides que n'importe quel alpinisme les envierait. S'éloignant du danger, ils peuvent descendre dans la gorge, sautant le long des parois abruptes, d'un côté à l'autre, tout en s'appuyant sur les moindres rebords. Leurs pattes sont solides et leurs sabots sont conçus pour ne pas glisser sur les pierres. Les prédateurs qui décident de chasser les marours devront donc chercher d'autres proies. Les chèvres à cornes vissées sont des animaux paisibles. Mais au printemps, lorsque les mâles organisent des tournois, il n'y a plus aucune trace de leur calme. En se voyant, les rivaux tentent immédiatement de prouver leur supériorité en se donnant des coups et en se poussant. Ils se heurtent avec des fronts puissants, avec une telle force que le bruit de l'impact s'entend à 1 km à la ronde. On pense que les chèvres à cornes vissées sont devenues les ancêtres des chèvres domestiques. En savons-nous beaucoup sur les chèvres que nous ne connaissons tous ? Eh bien oui, cet animal cornu est éternellement bêlant, donnant du lait, du duvet, certains le mangent même. Répondront beaucoup d'entre nous. Pourtant, il existe de nombreuses races dont certains n'ont même pas entendu parler. Leur patrie est le Pakistan, mais on les trouve également dans les pays arabes sur les territoires de l'Inde, de l'Afghanistan et du Tadjikistan. Le goulabi est un animal incroyablement beau et gracieux à la fourrure blanche. De corpulence mince, il a un cou fin et allongé, une tête au profil romain, des yeux expressifs et vifs et de longues oreilles tombantes. Les très longues oreilles, qui descendent jusqu'aux genoux, sont impressionnantes. Elles sont douces, larges et fines. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont apparues chez les chèvres. Dans leur pays d'origine, les oreilles expressives aident à réguler les échanges de chaleur, évitant ainsi au corps tout simplement de surchauffer. La race doit son nom à la couleur rouge de sa peau. Goulabi se traduit par rose. La hauteur au garrot des chèvres peut atteindre 110 cm pour un poids d'environ 90 kg
et celle des boucs 130 cm pour un poids vif de 130 kg. Les chèvres ont un pelage épais qui les rend résistantes au gel et aux basses températures. Les goulabis sont également très appréciés pour leur lait délicieux et très nutritif. Ces chèvres sont très intelligentes et affectueuses et s'attachent rapidement à leurs propriétaires. Elles reconnaissent immédiatement leurs propriétaires et se comportent parfois comme des chiens, copiant complètement leur comportement. Elles suivent le long du terrain, dorment près de la porte de la maison, attendant l'apparition du maître. Avez-vous déjà regardé les yeux d'une chèvre ? Les chèvres ont une forme de pupille inhabituelle. En raison de la forme rectangulaire et allongée de la pupille, la chèvre a un angle de vision de près de 340 degrés. Selon l'éclairage, il passe d'une fente étroite à un rectangle, voire à un carré. C'est cette pupille à la position particulière des yeux qui permettent à la chèvre la plus négligente de remarquer un prédateur se faufilant par derrière. Et tout cela, bien sûr, sans tourner la tête. La race italienne des chèvres Girgantana trouve ses origines dans le sud de l'Italie. Ces longues cornes, semblables à un tire-bouchon géant, ont fait l'originalité de cette race de chèvres. Imaginez, les cornes d'une chèvre adulte peuvent atteindre 70 cm de long. Cependant, les racines de cette race s'étendent bien au-delà de l'Europe, vers l'Afghanistan de haute altitude. Selon certaines sources, les ancêtres des chèvres de Girgantan sont des chèvres sauvages à cornes vissées. C'est d'elles qu'elles ont hérité leur étonnante corne. Les ancêtres des chèvres de Girgantan aient probablement été introduits en Sicile par les Arabes qui ont envahi ses frontières en 827 après Jésus-Christ. La chèvre d'Irgirgantan possède des cornes impressionnantes et une fourrure blanche à poils longs de taille moyenne. Elle mesure jusqu'à 80 cm au garrot et pèse jusqu'à 65 kg. En regardant la drôle de chèvre de Girgantan, on pense involontairement à quel point la fantaisie de la nature peut être impressionnante. Les chèvres du Cachemire vivent sur les hauts plateaux d'Asie centrale et du Tibet, dans les régions montagneuses de Mongolie, d'Iran ainsi que dans le nord de l'Inde, à une altitude pouvant atteindre 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans un climat rude et des changements de température soudant de moins 40 degrés à 40 degrés. Pour se protéger des rigueurs du climat, la nature a doté ces animaux d'un duvet étonnant, exceptionnellement doux et très précieux, qui protège les chèvres de la pluie, du froid et de la chaleur. C'est un petit animal élancé d'environ 1,5 mètre de long et 60 cm de haut. Le corps des chèvres du Cachemire est recouvert d'un long poil de garde et d'une sous-poil fin et doux. Dans l'industrie textile, seul leur précieux duvet est utilisé, bien sûr. Pendant de nombreux siècles, le duvet de chèvre du Cachemire est resté la matière naturelle la plus chère de toutes les variétés de laine connues. Ce coût élevé s'explique par le fait que l'on n'extrait en moyenne que 120 grammes de duvet d'un individu. En outre, les chèvres de cette race ne peuvent pas être élevés dans le but de préserver la propriété de la laine en dehors des territoires répertoriés, car elles perdent rapidement leur propriété en raison des changements climatiques tout simplement. Le duvet de chèvre du Cachemire, dans les poils est le comble du bonheur. Certes, il est cher, mais l'absence d'allergie, sa douceur extraordinaire, sa légèreté et son confort font chaque jour de plus en plus d'adeptes dans le monde entier. Toutes les chèvres sont bonnes, mais quelle est celle que vous préférez ? Vous n'arrivez pas à choisir ? Cherchez plus loin pour trouver la chèvre de vos rêves. Une race très intéressante, la Boer, a été élevée en Afrique du Sud au tout début du XXe siècle. Vous pouvez facilement déterminer la race par la couleur des poils de la tête. Ils ont une couleur brune. C'est leur caractéristique. Le reste du corps est blanc. Les mâles ont des cornes épaisses sur la tête qui se recoubent vers l'arrière. Ces chèvres sont une légende rêvée pour tout éleveur de chèvres, une sorte de culte. La raison de cette popularité est la taille des individus. En outre, les Boers sont très belles et ressemblent à quelque chose d'exotique et de séduisant. Regardez par vous-même. En fait, les Boers sont des animaux de grande taille, massifs et très spectaculaires. C'est la plus grande race de chèvres domestiques. Le poids corporel des chèvres de cette espèce peut atteindre 95 kg.
et les chèvres adultes pèsent souvent plus de 130 kg. Oui, c'est peut-être une chèvre un petit peu imposante, mais elle en vaut le détour, vraiment. Les femelles boer ont un tempérament calme, mais les chèvres sont plutôt capricieuses, comme on dirait. Elles sont agiles et très fortes, mais parfois peuvent être agressives. Certaines des caractéristiques particulières des chèvres boer, croissance rapide et fertilité élevée, entretien sans prétention, bonne adaptabilité aux conditions climatiques, en particulier au climat chaud, et ce qui s'explique pourquoi cette espèce est l'une des meilleures. Les chèvres Kamori sont largement connues pour leur apparence magnifique et unique. Elles ont une couleur étonnante qui rappelle l'écriture arabe. La patrie de cette race d'animaux est le Pakistan. Elles y sont très appréciées pour leur alimentation sans prétention, leur bonne tolérance à la chaleur, leur goût bien sûr, surtout le goût de leur lait, ainsi que pour la couleur particulière de leur laine. Le Kamori présente des taches rouges, brunes, blanches ou noires de forme inhabituelle sur une base monophonique qui présente une similitude avec l'écriture arabe. Les chèvres Kamori sont très semblables aux autres chèvres pakistanaises. Elles se caractérisent par de longues oreilles tombantes et un nez crochu. La longueur des oreilles peut atteindre 45 cm. Une chèvre est 1,5 à 2 fois plus grande qu'un bouc. Les chèvres Kamori mesurent plus d'1 mètre. Il existe également des représentants de l'espèce qui atteignent la taille d'un humain. Les chèvres Kamori sont résistantes à un mauvais environnement et constituent une source de revenus pour de nombreux habitants du Pakistan. Ces chèvres ressemblent à des moutons, mais ce ne sont pas leurs proches parents. Il s'agit de chèvres angora. C'est grâce à leur laine unique qu'elles ressemblent à des petits moutons. Le corps est entièrement recouvert d'un poil brillant composé de longues mèches bouclées ou ondulées, agréables au toucher vraiment. Une chèvre angora, en bonne santé, a une laine douce qui tombe en boucles douces et blanches, ce qui est très beau à regarder. La patrie des chèvres angora est une région montagneuse de la Turquie ensoleillée. Ces animaux ont reçu leur nom en l'honneur de la ville moderne d'Ankara, connue dans l'Antiquité sous le nom d'Angora. Les chèvres angora adultes pèsent de 45 à 50 kg et en plus de la laine, arborent de luxueuses cornes. La croissance des chèvres peut atteindre 75 cm. La chèvre angora, qui pèse 30 à 35 kg et mesure jusqu'à 66 cm, ne peut pas se vanter d'une décoration aussi luxueuse. Ses cornes sont petites et fines. La couleur principale de l'angora est le blanc. Les chèvres de couleur grise, noire et argentée sont moins courantes. Mais le principal avantage de ces animaux est leur laine, bien sûr. Les chèvres angora sont la principale race de chèvres à laine, donnant ce qu'on appelle le mohair. À la ferme, ces chèvres sont tondues 2 fois par an et reçoivent jusqu'à 6 kg de laine par chèvre, 3,5 kg par bouc. Le fil mohair est ensuite obtenu à partir de cette laine qui peut être transformée en de nombreux articles chauds tels que des chapeaux, des écharpes, des moufles et même des chaussettes. La race hollandaise, cette chèvre féroce, vous laissera pantois. Elle a de longues cornes dures et un pelage épais et hirsute qui effraie facilement les gens et les autres animaux. Les chèvres du Landrace hollandais sont des animaux robustes de taille moyenne, généralement pourvus de cornes, avec des pattes courtes et de longs poils. Cette race est originaire des Pays-Bas. Les chèvres sont vraiment très agressives et peuvent attaquer leurs propriétaires sans hésitation. Les chèvres peuvent également être utilisées comme moyen de transport. Une chèvre dressée peut tirer une charrette de 500 kg. Vous n'êtes pas au courant? Eh bien, ce n'est pas grave. En 1958, la race Landrace néerlandaise a failli disparaître, ne comptant plus que 2 animaux. Depuis 1999, le nombre de chèvres de cette race a augmenté et compte aujourd'hui environ 2200 têtes. La coutume veut que pour avoir comparé avec cet animal, on reçoive une gifle ou on cesse définitivement de fréquenter la personne incriminée. Ces sardiodactyles ne sont-ils pas déjà si mauvais? Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires.
Et si vous aimez, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. La tactique préférée des aigles est de se précipiter sur une proie avec une pierre depuis le haut et de lui asséner un coup écrasant avec leurs griffes, qui ressemblent à d'énormes crochets. Cette tactique est si efficace qu'un aigle peut vaincre un animal 10 fois plus lourd que lui. Tu vas maintenant découvrir les attaques les plus épiques de ces oiseaux de proie. Les aigles sont de véritables combattants. Ils connaissent bien les tactiques de combat aérien. Regardez comme un rapace a attaqué une oie en plein vol. Un coup puissant qui abat l'oiseau comme une balle. Elle tente de rester en l'air, laissant derrière elle une traînée de duvet déchiré. Mais l'aigle, lui, brise la colonne vertébrale et l'achève. Les prédateurs s'attaquent souvent à des proies qui dépassent leur masse. Mais à cet égard, les aigles détiennent le record parmi les vertébrés. Ce guerrier à plumes s'attaque à un cerf, un animal presque 10 fois plus lourd que lui. Malgré cet avantage, l'ongulé ne parvient pas à s'échapper, tant la poigne de l'ennemi est puissante. Le premier coup de l'aigle a déjà causé des dommages internes au cerf. Il tente de se débattre, de s'échapper, mais l'oiseau l'atteint bientôt au cou avec son bec recourbé. Ce renard pensait que l'aigle voulait lui voler sa proie. Non, l'aigle voulait attraper le renard lui-même. L'oiseau frappe avec une précision de bijoutier et une force telle qu'il démolit littéralement sa victime. Le renard s'envole à la hauteur d'un homme, fait quelques sauts périlleux et il devient le dîner de l'aigle. De plus, l'aigle royal peut asséner un coup d'écrasement au renard afin de le traîner au sol et de l'assommer. Bien que les crocs et l'agilité du voleur rouge ne puissent être sous-estimés et qu'il puisse mordre la gorge de son ennemi, notre oiseau le supprime facilement. La lutte sur terre se termine par plus triste des issues pour le renard. Regardez. L'aigle royal le domine rapidement grâce à son équilibre à l'aide de ses ailes. Cela lui permet de se battre avec ses deux pattes griffues en même temps et ne laisse aucune chance au pauvre renard. Il transforme en victime un prédateur qui s'en prend souvent aux oiseaux. Ce puissant oiseau est un véritable, vraiment magicien. N'est-ce pas? Je pense qu'il mérite votre like. En général, les aigles constituent tout un groupe d'oiseaux qui font partie des prédateurs diurnes. Cette famille comprend également les faucons, les buses, les milans ainsi que les vautours de l'ancien monde, les mangeurs de serpents et quelques autres oiseaux. Les faucons et les balbuzards sont leurs plus proches parents. Ils sont tous appelés prédateurs diurnes, par opposition aux hiboux prédateurs nocturnes. Cette définition décrit parfaitement le mode de vie de ces aigles. Ils ne mangent que de la viande et chassent leur proie pendant la journée. De plus, les aigles attaquent leurs victimes en plein vol, mais aussi les animaux au sol. Ces oiseaux sont donc des combattants polyvalents, capables de s'adapter à différentes conditions. Les aigles ont plusieurs super-pouvoirs, des opportunités et des avantages liés à une structure corporelle unique, qui les place à un niveau complètement différent par rapport à la plupart des autres oiseaux. Tout d'abord, il s'agit de sa super vitesse. Vous savez peut-être que le mammifère le plus rapide est le guépard, qui accélère à une vitesse incroyable de 75 miles par heure, à peu près 119 km par heure, soit presque 2 fois la vitesse d'un cheval et 3 fois celle d'un athlète humain. Le faucon pèlerin tue donc facilement un guépard. Le chat ne peut qu'envier cette vitesse. Plus de 200 miles par heure, 322 km par heure. Cet oiseau est l'animal le plus rapide du monde. Et son avantage est tout simplement énorme. D'une manière générale, il est l'un des meilleurs maîtres du vol. Les oiseaux de proie sont capables à la fois de planifier sur des courants d'air ascendants et d'économiser ainsi de l'énergie, et de s'engager dans un vol actif.
en bougeant vigoureusement leurs ailes, ce qui leur permet d'acquérir une vitesse phénoménale. Mais c'est lorsqu'ils tombent, les ailes repliées, qu'ils se déplacent le plus rapidement. Bien sûr, quelqu'un pourrait dire que ces oiseaux sont des tricheurs. Après tout, ils atteignent ces vitesses incroyables grâce à des tactiques spéciales. Les faucons et les éperviers s'envolent, puis replient leurs ailes et tombent comme une pierre sur leur proie. En d'autres termes, la gravité devient leur accélérateur. Mais en fait, il s'agit là d'un autre super pouvoir des rapaces diurnes. Un parfait contrôle du vol. Même avec les ailes repliées, un faucon ou un aigle peut changer la direction de sa chute, faire demi-tour à la vitesse de l'éclair et surtout repartir dans les airs en déployant ses ailes. Grâce à l'accélération, un oiseau pesant le poids d'un chat peut porter un coup dont la puissance dépasse celle d'un ours. Et la maîtrise du vol permet d'atteindre exactement les points vulnérables des proies. Par exemple, à la tête, au cou, le long de la colonne vertébrale. Comme par exemple ici, le faucon a porté un coup puissant à la colonne vertébrale du lapin. Le lapin à grande oreille est encore en vie, mais son corps est secoué par de terribles convulsions. Dû à des lésions du système nerveux, il ne pourra pas s'échapper, c'est sûr. En outre, l'excellente maîtrise des oiseaux de proie leur permet d'effectuer des manœuvres extrêmement risquées. Par exemple, ils chassent des créatures qui vivent près de la surface des réservoirs. En général, les aigles ne peuvent pas plonger. Leurs plumes seraient mouillées et l'oiseau se noierait rapidement et ses ailes seraient complètement mouillées. Mais les aigles calculent la hauteur et la force de leurs ailes avec une telle précision qu'ils ont appris à voler jusqu'à l'eau à la vitesse de l'éclair, puis à ralentir et à pratiquement planer au-dessus de la surface de l'eau. L'oiseau saisit alors sa proie et change immédiatement la direction de son vol pour remonter. Les oiseaux les plus célèbres qui réussissent ce tour de force sont les pigargues à tête blanche. Mais il existe d'autres espèces d'oiseaux, de proies capables de réaliser un tour aussi dangereux et impressionnant. Ce mode de vie confère aux aigles un caractère littéralement intrépide. Et le blaireau enviera leur bravoure. C'est pourquoi les aigles s'attaquent souvent aux grands animaux et même à d'autres prédateurs qui semblent avoir l'avantage d'une plus grande masse et d'une plus grande force. Si vous pensez que le plongeon est la seule acrobatie aérienne que possède l'aigle, vous vous trompez bien sûr. Il n'a pas forcément besoin d'utiliser l'accélération de la chute libre pour atteindre la vitesse d'une voiture de sport. Il suffit de regarder la chasse de cet aigle à tête blanche. Ses proies sont plus petites et plus légères, mais ses ailes puissantes lui permettent de les attraper facilement. De plus, sa maîtrise et sa vitesse de réaction exceptionnelle lui confèrent une grande maniabilité. L'aigle est donc capable de longues poursuites et d'attaques fulgurantes. Le corps de l'oiseau possède d'excellentes caractéristiques aérodynamiques. Si vous souhaitez concevoir la parfaite voiture de sport du futur, vous savez de quoi vous inspirer maintenant. Au cours d'un vol horizontal normal, les oiseaux de proie sont également capables de se déplacer à une vitesse tout simplement incroyable. Le faucon peut rattraper une voiture facilement. Il existe une vidéo rare d'un aigle attaquant un avion. Il est difficile de dire qui cela s'est réellement produit ou pas. Mais si c'est le cas, l'oiseau a donné plusieurs coups sur l'aile de l'appareil, comme s'il s'agissait d'un invité indésirable qu'il fallait gifler pour le faire sortir. Les sangliers et les phacochères sont de sérieux adversaires. Même les grands prédateurs peuvent avoir du mal à les affronter. Mais l'habilité des aigles à attaquer depuis le ciel est telle que le sanglier n'a aucune chance, tout simplement. L'aigle descend au piqué sur sa proie et lui assène un coup écrasant. Ses griffes acérées agissent comme une faucille, mais l'aigle ne se contente pas d'endommager la peau ou les vaisseaux sanguins. Il lui brise la nuque et la colonne vertébrale. Après cela, l'aigle peut se promener en toute sécurité avec sa proie dans une patte. On pourrait croire qu'il s'est pris les pieds dans le tapis et qu'il est mécontent de devoir nettoyer ses chaussures. Mais en fait, l'oiseau est heureux de pouvoir déjeuner, tout simplement.
Le loup est l'un des prédateurs les plus performants de la planète. Mais l'aigle royal n'a que faire de la réputation de son ennemi. Cet oiseau est si fort qu'il peut attaquer un loup et lui prendre sa proie immédiatement après la chasse. L'aigle royal attaque le prédateur par le haut. Bien sûr, le loup n'est pas une bête timide. Il se défend avec acharnement et surpasse même l'oiseau en masse et en force physique, bien sûr. Mais cet aigle royal est un véritable champion du combat au corps à corps. Il déploie ses immenses ailes au-dessus du loup, plane dans les airs et assène une série de coups puissants. Les griffes de l'oiseau ne permettent pas au loup de l'atteindre avec ses dents. La réaction de l'aigle royal est fulgurante. Il frappe avec précision et le loup sauve à peine ses yeux des lames tranchantes des pattes de l'oiseau. L'aigle réussit ainsi à repousser l'ennemi et à s'emparer du trophée qui lui revient des droits, comme une sorte de voleur de l'air. Mais ce loup n'a pas eu de chance, l'aigle l'a choisi comme proie. Bien sûr, il est très dangereux d'attaquer un grand animal prédateur comme celui-ci. Mais l'aigle a un avantage. Les lois de la physique sont de son côté. Lorsque l'oiseau s'est écrasé sur le loup depuis le ciel, le coup a été si fort que le prédateur pesant le poids d'un adulte a fait un saut périlleux. L'arme principale de ces oiseaux est constituée par leurs griffes acérées et recourbées. Comme les oiseaux n'ont pas besoin de marcher beaucoup sur leurs pattes, les griffes peuvent devenir beaucoup plus longues que celles des mammifères. Ces énormes lames en forme de croissant donnent aux doigts relativement fins et peu larges de la patte d'un oiseau un aspect particulièrement sinistre, n'est-ce pas? Regardez-moi cela. La longueur de la griffe d'un grand aigle royal peut être supérieure à celle des doigts d'un homme adulte. Le rôle des griffes est non seulement d'infliger un maximum de dégâts, mais aussi de garder la proie. C'est ce qui explique leur forme particulière que l'on peut observer de près grâce à ces rares cadres. Bien que les doigts semblent fins, ils ont une force considérable. Ainsi, l'aigle peut tenir et même soulever dans le ciel une proie qui dépasse son propre poids, et largement. La coordination des mouvements des aigles est étonnante. L'aigle peut littéralement changer l'angle du mouvement des ailes de plusieurs degrés afin de ralentir, de planer ou de tourner en vol. Et en même temps, avancer ses terribles griffes pour frapper avec précision sa proie et la saisir plus fermement qu'un pitbull avec ses mâchoires. Et tout cela en une fraction de seconde. Le bec pointu et recourbé de la plupart des représentants de cette famille d'oiseaux est assez court et large. C'est pourquoi ils utilisent cette arme non pas lors de la première attaque, mais après, pendant la lutte. Les aigles ne s'occupent pas toujours de leur proie après leur chute. Parfois, ils doivent se battre longtemps. Et le bec joue alors le rôle d'un marteau de guerre. L'oiseau tient sa victime avec ses griffes et avec son bec frappe des coups précieux aux endroits vulnérables. Encore faut-il que cet arsenal soit utilisé correctement. Tout d'abord, les prédateurs diurnes disposent pour cela d'une supervision. Mais il faut le dire tout de suite, leurs yeux ont deux capacités particulières. Il s'agit de la capacité à voir très loin, à des dizaines de miles, des dizaines de kilomètres. D'autre part, ils ont la capacité de remarquer avec précision les petits objets et les objets de petite taille. Un aigle peut voir un lapin, malgré le déguisement d'un rongeur à oreilles, même depuis la hauteur d'un vol d'avion. Mais ces oiseaux n'ont pas de vision nocturne et ne chassent donc que la journée. Le coyote a essayé de voler la nourriture de l'aigle, mais l'aigle réagit immédiatement. Ce genre de plaisanterie ne marche pas avec lui. L'aigle assène des coups puissants dans la gueule du pauvre renard. Des griffes acérées le transpercent près des yeux. Bien que de graves blessures aient été évitées, la douleur causée par ces coups seront une leçon dont l'animal se souviendra sûrement toute sa vie. Contrairement aux plumes des oiseaux aquatiques, les plumes des aigles se mouillent facilement et rapidement, après quoi l'oiseau ne peut plus les utiliser pour voler. C'est pourquoi descendre dans l'eau est un risque énorme pour eux.
Pensez-vous que cela peut être empêché le pigargue à queue blanche de chasser une oie dans l'eau? Bien sûr que non. L'aigle attaque l'ennemi et sous la force du coup plonge dans l'eau presque à moitié. Mais l'endurance d'un oiseau de proie ne peut être qu'enviée. Bien qu'elle commence à toucher le fond, la partie sèche de ses ailes suffit à la maintenir hors de l'eau. Elle continue même à se battre et arrive à noyer l'oie. Puis avec difficulté, mais avec succès, il tire sa proie jusqu'au rivage où elle dîne devant d'autres oies complètement choquées. Et cet oiseau aquatique a su donner à l'aigle une rebuffade digne de ce nom. Chaque fois que le prédateur faisait demi-tour et se précipitait à nouveau sur sa victime, l'oie plongeait sous l'eau et esquivait le coup tout simplement. L'aigle perdait ses forces plus rapidement car il devait manœuvrer vigoureusement, alors que l'oie n'avait besoin que de rester concentré et d'effectuer un petit plongeon à temps. Mais la patience du prédateur est aussi une sorte d'arme pour la victoire. Elle a pu attraper l'oie au dernier moment. Et au lieu d'essayer de noyer l'odieux adversaire, il l'a tout simplement arraché à l'eau. Il semble que les aigles se livrent à une sorte de compétition pour savoir qui prendra le plus de risques à la chasse. Après tout, cet oiseau de proie n'a pas décidé d'attraper une proie directement hors de l'eau. Il vise un serpent de mer. Oui, les aigles aiment généralement chasser ces reptiles dépourvus de pattes. Mais dans l'eau, le serpent est beaucoup plus maniable que sur terre. Il lui est plus facile de se retourner pour contre-attaquer. Et surtout, c'est le serpent de mer qui est le plus venimeux du monde. Il chasse lui-même les poissons. Ces créatures ont un système circulatoire si différent de celui des animaux terrestres que la plupart des poisons ne fonctionnent tout simplement pas sur elles. La solution du serpent de mer est de générer une toxine si forte qu'une goutte pourrait tuer tous les oiseaux dans un rayon d'une centaine de miles, une centaine de kilomètres. Mais l'aigle ne se soucie pas du tout de ces risques, il mise sur sa vitesse, et il gagne. L'oiseau n'a pas seulement réussi à arracher le serpent de l'eau si rapidement que le coup a assommé le reptile et ne lui a laissé aucune chance de contre-attaquer. L'aigle a également réussi à voir la tête du reptile à une grande distance et à l'attaquer afin de bloquer les mâchoires de l'ennemi avec ses griffes. Tout cela pour la postérité, car c'est aux oisillons que ce combattant à plumes apporte sa proie. Le goût du risque des aigles conduit parfois à des cas curieux, comme cet épisode survenu au printemps 2022 sur l'île de Vancouver. Ce prédateur n'a même pas eu peur d'envahir le territoire des hommes. Certes, il s'est attaqué à une oie ordinaire, mais cela n'entame pas le courage de l'oiseau. L'attaque foudroyante s'est terminée de manière inattendue. Le propriétaire de l'oie s'est précipité dans la rue et a chassé le prédateur. Se battre avec une jeune mère qui a un enfant dans les bras est indigne de ce noble prédateur. Ou alors, il s'est tout simplement dégonflé. Quoi qu'il en soit, l'oie a été sauvée. Mais seulement grâce au courage de cette jeune femme. Il peut sembler que les aigles comptent principalement sur le coup principal et que s'ils se battent au sol, ce n'est pas pour longtemps. Mais ce prédateur n'est pas endurant. Ce n'est pas un problème pour lui de résister à un combat très long. Il s'est appuyé sur un puissant iguane, mais la peau du reptile était trop résistante pour qu'il puisse terminer la chasse d'un seul coup. Cependant, l'aigle abandonna et attrapa sa victime. Du coup, le lézard tenta de s'enfoncer dans le fourré avec un aigle sur le dos. Savez-vous combien de temps cette lutte a duré? 5 heures. Bien sûr, cela ne demandait pas trop de ressources pour un aigle, mais passer autant de temps à s'accrocher à un lézard, vous imaginez. Cependant, peut-être que pour un oiseau, il s'agit d'une attraction intéressante qui améliore l'appétit. À votre avis, quelle est la raison d'un tel amour des rapaces pour le risque? N'oubliez pas de répondre dans les commentaires. Bien que les prédateurs diurnes préfèrent attaquer depuis les airs, ils peuvent, si nécessaire, poursuivre un long combat déjà à la surface de la Terre. D'ailleurs, même la supériorité de l'ennemi, en force brute, ne les arrêtera pas. Le prédateur se précipite sur le plus gros oiseau et le frappe. Mais cela ne suffit pas. Un combat s'engage alors qui s'apparente à de l'escrime, regardez. Des oiseaux tentent de manœuvrer, d'esquiver
Le combat s'éternise. Mais les voies de sortie sont bloquées. Le prédateur ne vous permet tout simplement pas de décoller ou de vous échapper. L'issue du combat est donc claire. Parfois, l'aigle doit essayer de trouver sa proie. Il peut voler pendant des heures au-dessus des steppes ou des vallées à la recherche d'une victime à attaquer. Mais si un oiseau de proie trouve un grand rassemblement d'animaux, cela ressemblera à une sorte de festin, tout simplement. Voyez comment un aigle survole un immense troupeau de flamants roses. Le prédateur choisit manifestement la proie la plus délicieuse. Il frappe le flamant par le haut au moment où la victime tente de monter sur l'aile. Un coup bien ciblé et l'oiseau s'écrase dans l'eau. Puis l'aigle descend encore plus bas et l'achève. L'oiseau à tête blanche se bat brutalement et ne laisse aucune chance à ce pauvre flamand. Comparer les oiseaux de proie à des véritables avions de chasse n'est pas qu'un éloge aux oiseaux. Après tout, ces créatures sont capables de nombreuses acrobaties aériennes. Prêtez attention à cette chasse, qui a retenu l'attention d'un objectif en 2022. Les oiseaux font preuve d'une agilité étonnante. Mais c'est le prédateur qui l'emporte grâce à une manœuvre virtuose. Il effectue une sorte de demi-tour de piste, un virage à 180 degrés, de sorte que les aigles sont dirigés strictement vers le haut et vers le bas. Et en même temps, si l'avion effectue une manœuvre de protection pour s'éloigner du missile, l'oiseau le fait au contraire pour mieux attaquer la cible. En même temps, le prédateur n'a saisi la victime que tangentiellement, et de sorte qu'elle se défend, même si elle se trouve entre les griffes d'un ennemi redoutable. Nous devons rendre hommage à cet oiseau courageux quand même, qui se battra pour sa survie jusqu'à la fin. Et même si ses blessures ne lui auraient guère permis de voler, si elle avait réussi à s'échapper de l'emprise, elle s'est tout de même bien battue. Et vous, qui encouragez-vous dans cette situation? Dites-le dans les commentaires. En tout cas, le rapace n'en admire pas moins sa bravoure. Après tout, elle n'a pas ralenti et a utilisé son bec à pleine vitesse et en plein vol. C'est-à-dire que pendant un certain temps, elle a volé à l'aveuglette à grande vitesse, au risque de s'écraser sur des rochers. En même temps, lorsqu'un oiseau frappe avec ses griffes, les plumes de la victime volent comme une sorte d'éventail étrange. Tout cela à cause de la forme énorme que le prédateur déploie à chaque lancer. Même si la proie a le temps de réagir au dernier moment, se retourne et rencontre l'ennemi avec ses propres griffes, cela ne ralentira pas notre héros une seconde. Il supprime la résistance de la proie en un instant. Mais même en connaissant les capacités de vol des faucons et des aigles, il est difficile de comprendre à quel point ils se sentent sûrs d'eux dans les airs. On dirait qu'ils n'ont pas du tout peur de tomber. Ici, un faucon pèlerin en a attaqué un autre pour s'emparer à sa proie. En même temps, il n'y a pas eu de combat brutal. Pas de duel, mais étonnant. Ce duel pourrait être filmé en 2022. Et elle pourrait remporter le concours du combat de chiens le plus honnête du monde. Il serait beaucoup plus facile d'attaquer l'adversaire par le haut. Mais au lieu de cela, le faucon s'est envolé vers le concurrent par le bas, a fait un tonneau, à droite en vol, planant avec ses pattes en l'air. Dans cette position, il saisit puissamment la proie, en plein dans les pattes de l'adversaire. Deux oiseaux ont ainsi perdu l'équilibre. Pour la plupart des oiseaux, cela aurait été une fin fatale, mais ces faucons ont mis moins d'une seconde à retrouver leur vol. Puis ils ont volé ensemble, s'affrontant au tir à la corde. Faites attention à ce qu'ils n'essaient pas de se frapper l'un l'autre avec leurs griffes ou leur bec. Pourquoi pensez-vous que ces oiseaux sont si nobles entre eux? S'agit-il d'un comportement instinctif ou d'un trait de caractère de ces individus? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Une solidarité et un honneur étonnant qui n'enlèvent rien à leur engagement. Ces deux faucons pèlerins prennent des risques, mais essaient de garder leur proie jusqu'au dernier moment. Les pilotes humains sur leurs chasseurs peuvent voler à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son. Même s'ils sont loin de la liberté dont font preuve ces oiseaux. En même temps, ces deux oiseaux ont non seulement survécu, mais ils ont maintenu de bonnes relations de voisinage.
L'un d'entre eux s'est décroché à temps, laissant le déjeuner au vainqueur. Mais avec les proies, les oiseaux de proie ne jouent pas les chevaleresques. Ici, vous pouvez voir comment les parents nourrissent leur progéniture. Leur nid est bien caché dans les forêts. Les enfants crient et ouvrent la bouche de plus en plus grand possible pour être les premiers à recevoir une friandise de leurs parents. Mais l'idylle familiale est violée par un prédateur qui a trouvé la tanière de la proie. Les parents ne sont pas là, ils ne peuvent pas faire face à une telle menace et doivent s'enfuir. Pour un carnivore à plumes, c'est un véritable cadeau. Il se contente de prendre l'un des oisillons et de l'emmener dans son nid. Un petit encas pour la capture duquel presque aucun effort n'a été dépensé. Si l'occasion se présentait, interviendrez-vous dans cette situation ? Dites-le dans les commentaires. Ce duel est l'un des plus beaux duels aériens entre oiseaux de proie que l'on ait pu voir récemment dans l'objectif d'un appareil photo. L'aigle royal est l'un des oiseaux les plus grands et les plus puissants. Et pour lui, même le vautour noir n'est pas un congénère, mais une proie potentielle. Cependant, bien que l'aigle royal veuille manger cet oiseau à plumes, il ne l'attaque pas comme une oie sans défense par derrière. L'aigle royal attaque de front. Il vole droit sur l'adversaire et lui donne l'occasion d'avancer ses pattes griffues. Qu'est-ce que c'est sinon la noblesse d'un vrai guerrier ? Un coup puissant se produit et les deux oiseaux s'entrechoquent comme deux béliers aériens. Et voilà que l'aigle royal frappe son adversaire d'un coup d'aile en pivotant, tel un maître des arts martiaux aviaires. Mais le vautour ne perd pas l'équilibre. Les adversaires se désolidarisent. Tous deux ont survécu à ce combat qui était trop près du sol pour continuer. Il est vrai que les aigles royaux ne sont pas toujours aussi nobles. Cet oiseau a balayé le faucon d'un seul coup de foudre. Il est donc bon de se rappeler qu'il y a toujours des griffes plus acérées et des ailes plus puissantes. Quand un aigle renverse une victime et la force à monter sur des corniches rocheuses, c'est spectaculaire. Mais dans l'arsenal de l'oiseau, il y a aussi des techniques plus impressionnantes pour utiliser la gravité à ses propres fins. Les aigles de très grande taille peuvent soulever même un fauve ou un enfant dans les airs. Et ce, à une hauteur considérable. Ensuite, l'oiseau lâche simplement sa proie et elle s'envole au 10e étage avec une fin tout à fait imprévisible. L'oiseau ne peut que redescendre et commencer tout simplement à manger ou à apporter les restes de la proie dans son nid. De cette manière, il est possible d'économiser de l'énergie de manière significative, bien sûr. L'envergure de certains oiseaux de proie peut atteindre 1,8 mètres, voire 2 mètres, ce qui montre qu'il s'agit de créatures massives. Ils sont puissants, mais en fait beaucoup plus légers qu'il n'y paraît. Les aigles sont 3 ou 4 fois plus légers que les loups, dont la taille est comparable à celle des oiseaux. Une chèvre de montagne est donc 5 fois plus lourde qu'une chèvre à plumes. Il est difficile de faire face à un tel adversaire. L'aigle peut s'accrocher à lui et le chevaucher littéralement. Mais pour vaincre la proie plus rapidement et plus sûrement, il faut la pousser du haut de la falaise. Vous pouvez alors assaimer quelques coups puissants sur les rochers, puis le jeter dans l'abîme, s'il n'y a pas d'autre solution, bien sûr. Cet affrontement semble brutal et épique, d'autant plus que l'oiseau est également en danger. Il est trop près du sol et n'aura pas le temps de grimper sur l'aile si sa proie peut l'entraîner avec elle. Mais cela n'arrive généralement pas. Les aigles sont des prédateurs trop expérimentés et trop forts. Néanmoins, même si un grand aigle est écrasé sur une pierre, ses os peuvent résister à un coup aussi puissant. Regardez, un aigle a scellé une chèvre de montagne. L'ongulé paniqué tente de s'échapper par la corniche et l'aigle de déséquilibre pour que la proie se brise simplement en tombant d'une pente aussi raide. Mais au lieu de cela, la chèvre heurte le rocher en même temps que l'aigle. Penses-tu que l'oiseau s'est écrasé ou s'est transformé en une crêpe plate, comme un personnage du dessin animé sur lequel un poids serait tombé ? Et non, ce n'est pas le cas. Non seulement l'aigle a survécu, mais il n'a même pas relâché sa prise. Bien entendu, en raison de leur masse relativement faible, les aigles sont également vulnérables.
surtout sur Terre lorsqu'ils sont attaqués par de grands prédateurs. La masse d'un ours brun peut atteindre une demi-tonne, voire plus. En fait, l'ours est 100 fois plus fort que l'aigle. C'est comme si une personne essayait de battre un éléphant au corps à corps. Lorsque cette femelle a découvert le nid des aigles, elle n'a pas hésité à emmener ses petits avec elle pour déjeuner. Tant elle était sûre de sa victoire. Même les griffes acérées d'un oiseau à plumes ne peuvent sauver les petits lorsqu'ils sont attaqués par cette montagne de muscles. Il n'est pas surprenant que les aigles n'aiment pas les ours et qu'ils puissent même les attaquer sans raison apparente. Qui sait, peut-être qu'un prédateur ailé a-t-il giflé un ours pour se venger de vieux griefs? Cependant, l'aigle peut être assez fort pour repousser la lionne. Pour cela, il a recours à des techniques inhabituelles et à la ruse. L'oiseau déploie ses ailes, mais il est trop lourd pour s'envoler instantanément à une grande hauteur. S'il essaie, la lionne aura le temps de le rattraper en bondissant par derrière. La créature à plumes semble avoir compris et n'essaie pas de s'élever dans les airs. Au contraire, l'aigle étend ses ailes sur la lionne. L'oiseau paraît aussi beaucoup plus grand et ne se laisse pas attaquer par les flancs. Bien sûr, des coups de patte pourraient écraser les ailes en une seconde, mais la lionne ne le sait pas. De plus, l'aigle s'élève suffisamment au-dessus du sol pour planter ses griffes dans l'ennemi. Et le chat n'a pas besoin de dégâts supplémentaires. Résultat, l'oiseau reste en vie, ce qui est une grande chance après sa rencontre avec les lions. Et quel combat épique avec la participation de prédateurs à plumes, diurnes, vous a le plus marqué? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous avons beaucoup de choses intéressantes à vous proposer.